Excusez-moi. Merci Antoine pour cette super introduction. Donc en effet, on va parler revue de code et Romain a déjà dit plein de bonnes choses sur la taille des PR à review, etc., qui sont évidemment un facteur très important. Et personnellement, j'ai noté plein de trucs à appliquer dans ma team. Donc moi aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la discussion là-dessus. On n'est pas venu pour souffrir en revue de code. Ça vous a pas échappé qu'on était deux sur le programme. Donc c'est une conférence qu'on a fait, donc que j'ai d'abord initiée et qu'ensuite Pauline est venue s'ajouter et on a fait une nouvelle version un peu plus longue. Et malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Voilà, en général, on forme un duo comique qui marche bien. Et malheureusement, c'est la partie comique du duo qui n'est pas là. Donc voilà, désolé. J'ai gardé ces slides, je vais essayer d'être au plus proche de ce qu'elle voulait transmettre, parce qu'on parle beaucoup de retour d'expérience, de comment voir les choses, comment améliorer les choses, et elle a une vision aussi particulière, parce qu'elle est développeuse débutante, un peu moins débutante maintenant, mais en tout cas, elle a une vision aussi particulière de la revue de code de ce fait. Donc je vais essayer d'être la plus proche de ce qu'elle voulait transmettre. Alors... moi, je m'appelle Anne-Laure, je suis développeuse back chez Bedrock. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le streaming. On est à Gerland. J'imagine que la communauté JS connaît peut-être un peu Bedrock parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui font notamment du React. Je fais partie de l'équipe Picsou à Bedrock. Et Pauline, qui n'est pas là, donc hélas, petite pensée pour elle, qui est développeuse back également. Alors, elle se décrit elle-même comme étant brillante et maladroite, c'est vrai. Elle est membre du CHES, elle est aussi chez Bedrock, on est collègues, pas dans la même équipe, elle est dans une équipe qui s'appelle l'équipe Calcifère. Je vous précise le nom des équipes parce je vais vous raconter un peu nos expériences dans nos teams respectives. Alors, cette conférence, elle a une histoire, comme je vous disais. Je l'avais proposé il y a quelques temps, en épisode 1, en novembre 2022. Donc j'ai donné une conférence de 20 minutes où je parle de revue de code, et plus particulièrement de ressenti de communication. Ça vous est peut-être déjà arrivé, comme moi ça m'est arrivé, de recevoir des commentaires dans le cadre d'une revue de code et de vous sentir un peu vexé, un peu mal, de passer plus de temps à vous demander mais qu'est-ce que cette personne a voulu me dire, plutôt que corriger le petit bug ou la petite typo qu'on vous a relevé. Ça vous est peut-être déjà arrivé de sentir parfois ces dysfonctionnements un peu pénibles qui sont dus à des biais de communication, des incompréhensions ou des choses pas très sympas. Et c'est de ça dont on va parler, de posture mentale. Et puis on va aussi parler d'un standard pour rédiger des commentaires plus efficaces. Voilà, donc ça c'était la première partie là-dessus. En gros, je racontais que je quittais une entreprise d'environ 10 salariés pour rejoindre un groupe avec des centaines de développeurs et développeuses. L'équipe que je rejoignais, il y avait 10 personnes déjà, donc quasiment la taille de ma boîte qui n'était même pas de 10 devs, quoi. Donc ça m'intimidait pas mal. Je savais que tout le monde dans la team faisait de la revue de code, senior, etc. Tout le monde allait faire ça. Et j'étais un peu inquiète de savoir quel regard mes collègues allaient poser sur mon code, comment est-ce qu'ils allaient interagir avec moi, et moi aussi, comment j'allais communiquer avec eux. Donc globalement, j'avais un peu peur de ça, quoi. Genre, voilà. Donc c'était un peu le stress avant d'arriver. Et puis, au fil du temps, tout s'est bien passé. J'étais très rassurée sur ce point-là qui me stressait pas mal, parce que notamment l'équipe adoptait et adopte toujours un standard qui permet de communiquer de façon plus fluide entre personnes. Et j'ai pu non seulement progresser techniquement sur les standards adoptés par l'équipe et sur les façons de faire de l'entreprise, mais aussi apprendre sur le plan fonctionnel assez vite grâce à ça. À l'issue des conférences, les gens venaient me discuter avec moi sur ce que je venais de raconter. C'était très cool et tout. Mais en fait, souvent, les questions que j'avais, c'était plutôt autour de comment vous faites pour être efficace, pour délivrer rapidement, faire des revues de code, que ça ne s'entasse pas, que ça finisse pas dans une liste, personne ne relit, et puis finalement, quelqu'un qui en a marre finit par merger
sans avoir d'approuve. Voilà, on avait beaucoup de questions autour de ça. Et on a eu des discussions avec Pauline, qui, elle, a beaucoup réfléchi avec son équipe qui était assez jeune sur le sujet. Et elle a établi toute une théorie avec son équipe sur la revue de code qu'elle compare à un muscle. Voilà, la revue est un muscle qu'il faut entraîner, etc. Voilà, donc on a un peu complété toute cette conférence avec sa théorie, ce qui donne un épisode 2. Voilà, et vous avez compris, le duo, voilà, il y avait le chat, le chien, mais du coup là ça marche pas trop, je vais faire les deux. Voilà, donc je vous propose de parler de ça, comment on va interagir par écrit en limitant l'affect, comment est-ce qu'on va faciliter la mise en place de la revue de code au sein de l'équipe pour que ça se passe au mieux. Romain a dit plein de choses sur les petites PR, donc je ne vais pas trop en reparler parce que je pense que le message est parfaitement bien passé avec l'illustration de tout ce qu'il a dit. Et, on est bien en phase, plus c'est petit, mieux c'est, etc. Mais nous, on va plutôt parler communication, façon de faire et organisation dans l'équipe. Comment ça va se passer ? On va parler d'un prérequis qui est l'attitude, qui, sans ça, a priori, va poser un peu question au sein de la collaboration dans l'équipe. On va parler d'un standard, donc les conventional comments, qui vont nous permettre de communiquer de façon plus efficace, directe, en évitant certains biais de communication. On va aborder la fameuse théorie de Pauline sur le muscle de la review. On va filer la métaphore avec les crampes. Qu'est-ce qui se passe quand on a des crampes dans la review? Tout ça étant des retours d'expérience de nos équipes et de qu'est-ce qu'on fait chez nous, chez Bedrock. Et puis le dernier point qui tient beaucoup à cœur de Pauline, que je vais essayer de bien respecter, c'est la partie accompagnement des débutants. Voilà, vous avez peut-être été dans ce cas-là, débutant. Est-ce qu'on ose faire des reviews? Est-ce qu'on ose écrire un commentaire sur le code du senior? Parce qu'on se dit, ouais, mais il doit savoir mieux que moi, etc. On va parler de tout ça. Bon, alors déjà, quand on parle de revue de code, on parle de quoi? Parce qu'il y a plein de façons de faire de la revue de code, évidemment. Nous, on va parler de la revue du delta du code, ce qui est, je pense, peut-être le plus courant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait la plupart du temps chez Bedrock. Donc voilà, on utilise GitHub, on voit la diff, on écrit des commentaires sur les lignes pour faire des retours. Ça marche sur GitLab de la même façon, il n'y a pas trop de mystère. Et d'abord, on peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'on fait de la revue de code? C'est une question qui est intéressante à se poser de temps en temps dans l'équipe pour se rappeler, est-ce qu'elle est toujours utile dans certains cas? Est-ce qu'on peut la faire sauter? Bref, on peut penser que la revue de code, ça va nous permettre d'améliorer la qualité, la lisibilité du code. On va bien vérifier que la team adopte bien les standards qu'on attend, les standards de qualité. On va essayer de détecter des bugs le plus en amont. S'il y a quelqu'un qui a la connaissance, qui voit le truc, ah, on y pense, et c'est cool. On va améliorer l'équipe aussi, on va favoriser la collaboration entre les personnes de l'équipe en communiquant, en apprenant des choses, en progressant et en connaissant le métier. Et puis, on va aussi d'une certaine façon un peu partager les responsabilités en lisant le code, en approuvant, en faisant des remarques, etc. Ça, c'est assez partagé, quoi. Voilà, je pense qu'on peut tirer parti au max des outils pour rendre la revue de code la moins pénible pour tout ce qui est des remarques sur le linting, sur des standards qui sont pas appliqués mais qui pourraient être détectables dans la CI, dans les outils d'analyse statique, etc. Enfin, le max qu'on peut sortir de la revue humaine, on pousse au max, quoi. Il y a même des outils pour nous dire si notre PR elle est trop grosse, donc voilà, profitons-en. Voilà. Ok, donc sur le papier, il n'y a pas de raison de souffrir. On écrit notre code, on fait notre PR la plus atomique possible. Hein. On l'envoie, on regarde, on échange, on pose des questions, on s'aide mutuellement, on partage l'information, on apprend. Voilà, c'est top. Du coup, en principe, pas de raison de souffrir, quoi. Mais bon, vous savez, des fois, on manque d'empathie. Il y a parfois certaines personnes, ou même nous-mêmes, ça peut nous arriver, on peut avoir l'impression d'être un peu plus compétent en critiquant un peu les autres dans la PR, en mettant un petit mot un peu désagréable, on a passé une mauvaise journée. On va peut-être se rassurer en se montrant plus qualifié qu'un autre. Et puis peut-être aussi qu'on est habitué à cette culture
de faire passer des messages, enfin de faire des remarques sur un ton un peu désagréable ou un peu, un peu cynique ou un peu moqueur. Ça peut parfois être le cas et on répète aussi ses habitudes. Et parfois, du coup, ça fait qu'on souffre carrément dans les équipes. Il peut y avoir des commentaires qui sont laborieux à lire, un peu compliqués, et puis à écrire aussi. Si on est dans une conversation qui commence à se tendre, ça peut être un peu compliqué, on peut passer trop de temps à y réfléchir en fait. Il peut y avoir des maladresses ou des incompréhensions qui sont non voulues, qui sont vraiment dues au biais de la communication écrite, qui nous font perdre du temps. On peut blesser des gens sans le vouloir, quoi. Et puis aussi, on peut perdre des retours cruciaux sur ce qu'on est en train de coder dans des tas de commentaires un peu tatillons ou de discussions autour, et on peut perdre la priorité. Voilà. Ça peut être des pertes de temps assez pénibles. Alors, on peut faire mieux. Je vous propose de parler du coup d'attitude avec Legolas Programming, et ensuite du fameux standard dont je vous parlais. Alors, Legolas Programming, quand on dit Legolas, notre esprit peut penser à ça, mais non, ça c'est moi qui dis mal. Legolas, ça parle de l'ego, donc l'ego c'est le sujet pensant, c'est le nous, c'est notre personne. Et Legolas Programming, donc l'idée c'est de chercher à avoir de faire en sorte que notre ego ait moins d'impact dans nos interactions avec les personnes de l'équipe, dans notre comportement et dans notre communication en général, écrite ou pas écrite. Là, on parle communication écrite, mais vous voyez l'idée. Vaste sujet, quoi. Donc ça a été conceptualisé, je dirais, par un monsieur en 1971, donc c'est assez ancien. Donc l'idée, c'est, comme je vous disais, minimiser les facteurs personnels pour améliorer la qualité globale du projet. De toute façon, c'est tout ce qu'on vise ici, hein, c'est la qualité globale du projet. À chaque fois, on s'améliore pour tendre vers ça. Et comment ? En émettant des critiques de manière respectueuse, collégiale, où on met ses sentiments un peu plus de côté. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, M. Weinberg a écrit des commandements, des préceptes qui peuvent nous aider, nous aiguiller un peu pour y arriver, pour nous poser des questions dans notre posture, dans notre attitude, pour savoir où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on réagit. J'en ai sélectionné quelques-uns. Voilà. Le petit pictochat, c'est qu'en principe, c'est bien moi qui fais cette slide et pas Pauline. Mais bon, du coup, je vais toutes les faire. Comprenez et acceptez que vous ferez des erreurs. Celle-ci, je l'aime bien parce que ça permet de reconnaître qu'on fait tous des erreurs. En fait, c'est un processus même du développement logiciel et même de l'apprentissage en général. On fait quelque chose, on se trompe, on rectifie, quelqu'un nous aide, on refait, etc., etc. Faites tout ça. Déjà, accepter pour nous-mêmes que faire des erreurs, c'est normal. Bon, évidemment, ça soulage un peu, quoi. Du coup, on prend peut-être mieux aussi les retours qu'on nous fait comme étant des axes d'amélioration et d'évolution pour faire mieux. Mais aussi accepter que les autres, que pour les autres, c'est exactement c'est le même cas. Et ça peut aussi soulager les personnes autour, et ça peut instiller dans l'équipe une culture d'équipe où on se sent un peu plus en sécurité, et où aussi on va peut-être plus facilement oser faire des expériences nouvelles, essayer des nouveaux trucs, proposer des choses, sans avoir peur qu'on nous reproche d'éventuelles erreurs. Combattez pour vos idées, mais acceptez la défaite. Celui-là, je l'aime bien aussi. Pourquoi ? Parce que, en fait, Legolas, ça ne veut pas dire non plus laissez tout tomber, vous êtes juste là, comme ça, en personne un peu reculée, etc. Pas du tout. Au contraire, si vous avez des idées sur, par exemple, des choix d'implémentation, des choix d'architecture, des choses que vous pensez être bien pour votre projet, défendez-le à fond, soyez enthousiastes, etc. Les débats sains, les points de vue différents, c'est bien, ça améliore tout le monde, ça améliore les prises de décision, ça fait que on réfléchit tous ensemble, quoi. Après, si votre solution n'est pas forcément retenue telle qu'elle, c'est pas non plus ça devrait pas non plus être une énorme déception. C'est le choix de l'équipe, acceptez-le aussi, et puis voilà, on poursuit en essayant de tirer aussi des enseignements de tout ça, voilà. Et puis celui-là qui pourrait être un peu une sorte de conclusion. On critique le code plutôt que les personnes.
soyez sympa avec la personne qui a codé, mais pas avec le code. Donc là, on concentre nos critiques sur le code en soi et pas sur la personne qui l'a produite. On va aller questionner sa qualité, sa maintenabilité, pour chercher des améliorations, et on ne va pas se focus sur qui l'a écrit, etc. Et là encore, c'est pouvoir avoir dans l'équipe un esprit, une sécurité psychologique et puis un soutien de la part de tout le monde, quoi. Voilà. Des préceptes, il y en a plein. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein d'articles qui les décrivent plus longuement et beaucoup mieux que ce que je viens de faire. Je vous recommande cette excellente conférence de Olivier Tellu qui a eu lieu à Mixit en 2022, qui est trouvable sur Vimeo. Et lui, il revient du coup sur les 10... alors, c'est pas des préceptes, pardon, c'est des commandements. Il y revient un peu plus longuement, donc n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? On ne laisse pas notre ego nous contrôler, ça, je pense qu'on a pas mal parlé. En groupe, on produit les meilleures choses. Et on fait preuve d'empathie avec les gens avec qui on travaille. On cherche à comprendre comment ça se passe et on questionne le code et ce qui est, mais pas leur personne. Et puis, grâce à tout ça, on peut créer un environnement où on se sent en sécurité, où on peut progresser, on est libre de faire des retours, etc. Alors, maintenant qu'on a vu cette partie un peu attitude, etc., qui, pour moi, est vraiment un prérequis à tout début de conversation autour de ça, je peux vous parler de formatage de commentaires. Donc, vous connaissez peut-être les conventionnel commits. Là, c'est la même chose, mais pour les commentaires. Donc, on propose vraiment de formater. On écrit des commentaires plus clairs, visuels. Donc, on va chercher à limiter les incompréhensions grâce à ça. Et puis, un des trucs les plus importants, c'est qu'on va réfléchir à l'intention de notre commentaire avant de l'envoyer. Ça, pour moi, c'est le truc le plus fort de ce système. Avec Pauline, on a demandé à notre réseau quels commentaires ils ont reçus, quels souvenirs de commentaires ils ont reçus sur leur PR et qui les ont vraiment brassés, énervés, rendus tristes, etc. Donc on a reçu beaucoup d'exemples, dont certains qui étaient vraiment très difficiles et évidemment qu'on ne pouvait pas afficher, quoi. Il y en avait certains qui étaient un peu... on n'a pas le contexte, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. Alors, à refaire, ça c'est un peu un classique avec le poubelle par exemple. Oh my god, là, oh my god, comme ça, est-ce que c'est tout est acheté ou est-ce que c'est génial ? J'aurais pas fait ça comme ça. Bon, ça c'est un peu passif-agressif, comment est-ce qu'on prend ? Pas très clair. Et puis, tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode ? Et là aussi, pris comme ça, selon comment on sent, dans quelle humeur on est, on peut soit assez mal le prendre, soit dire oui, je t'explique. Voilà. On peut être tenté d'ajouter un emoji pour clarifier l'intention. Je ne sais pas des fois si ça vous arrive avant d'écrire un message à votre collègue, vous faites un emoji, ah oui, mais il va dire. Et des fois, bon, ça apporte pas beaucoup de contexte. À refaire avec ces emojis comme ça, on se dit ok. Voilà, moi personnellement, c'est les emojis juste qui sourient, ça me donne envie de mourir, mais pas pour tout le monde, donc voilà, il y a encore des biais sur les emojis. Le oh my god qui hurle, là c'est pareil, parce que du coup, on ne sait pas si c'est positif, négatif. Les googly eyes, j'aurais pas fait ça comme ça, bon voilà, pareil. Et puis là, le sourcil froncé à la fin, ça apporte pas plus d'infos. Évidemment, là, on a forcé le trait pour s'amuser, hein, mais vous voyez bien l'idée, c'est pas évident. Alors, donc on en reprend un avec une petite catégorie, une issue. Il y a un petit emoji là à refaire. Donc là, on a déjà un petit peu plus d'infos, au moins sur la priorité du truc. On se dit, c'est une issue, ça, oui, potentiellement, ce petit bout-là peut induire un bug fonctionnel. Et il faut le modifier, quoi. Le praise, qui veut dire éloge. Donc là, le oh my god, il prend un sens tout à fait différent. C'est genre, c'est génial ce que tu as fait. Celui-là, je ne peux pas le dire en anglais, la pensée. J'aurais pas fait ça comme ça. Et là, du coup, c'est une ouverture à un débat, à une réflexion, à quelque chose qui peut se terminer en tech meeting ou en conversation à la machine à café. Et du coup, ça réduit un peu la charge dramatique du message. Et puis, la question, tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode ? En fait, on est vraiment sur une question de mentorat, d'explication.
Et là, on est sur quelque chose voilà, de bien cadré. On sait où est-ce qu'on va et on ne se jette pas dans un piège en répondant. Alors, vous avez vu quelques prémices du standard. On a en premier lieu un label, donc c'est le plus important, c'est l'étiquette. C'est ce qui va venir qualifier le commentaire pour savoir de quoi on parle. On a le sujet, là c'est votre commentaire lui-même, hein, donc évidemment il est requis. Vous avez les décorations qui sont qui sont optionnelles, mais qui sont quand même assez bien utiles. Vous allez donner un peu plus d'indications. Par exemple, vous allez dire c'est bloquant. Donc ça, c'est un commentaire qui doit être résolu parce que c'est un souci, quoi. C'est non bloquant. Ça parle de sécurité, de tests, de que sais-je, de plein de choses. Et on a la partie discussion. Donc là, c'est ce qui peut rendre aussi le commentaire bien exploitable par la personne qui lit le retour. Donc c'est ici où on expose le contexte, le raisonnement. C'est là aussi on peut mettre des liens vers de la doc. Il peut y avoir des patchs aussi, donc des propositions de code pour bien expliquer ce qu'on fait. Et puis éventuellement, on peut aussi directement le récupérer. Enfin, voilà, tout ce qui est bien utile. Le standard propose plein de labels. Dans mon équipe, on les utilise tous comme ça. Dans l'équipe de Pauline, ils ont refait la liste différemment. Ils n'ont pas tout gardé. Nous, on aime bien surtout utiliser des mots qu'on emploie très rarement en anglais, comme le quibble, par exemple. On va en voir quelques-uns qu'on peut regarder. Par exemple, le praise, donc l'éloge. Ça, c'est le truc évidemment sympa quand on nous laisse sur une PR. Donc là, on va souligner quelque chose de positif. Évidemment, pas de second degré, sinon ça risque de nuire à la fameuse sécurité dans l'équipe dont on parlait un petit peu plus tôt, parce que c'est pas forcément bien pris par tout le monde. On a les suggestions, donc ça, c'est en général les commentaires les plus courants qu'on met dans une review. Donc là, c'est vraiment de l'amélioration du sujet actuel. On va chercher au max à être explicite, clair, surtout pour dire en quoi c'est vraiment une amélioration par rapport à ce qui est écrit. Et puis, on va essayer de donner maximum de détails, des patchs, et puis on va dire si c'est bloquant ou non bloquant pour savoir quand on est la personne qui a écrit le code, si on doit le faire ou pas, quoi. Les issues, là les issues c'est vraiment ici vous avez un collègue qui est passé dessus qui a une connaissance métier sur un petit bout de code, ça va faire ça, je sais pas, par exemple sur les feature flags dont on parlait tout à l'heure, et là c'est une issue, c'est attention, risque de bug, et c'est couplé avec une suggestion pour rendre ça exploitable. La pensée. Donc là, vous relisez le code et vous vous dites « Ah, mais c'est pas mal ce que tu as fait, ça serait pas mal qu'on fasse ça dans cette partie du code, ou alors est-ce qu'on pourrait s'y prendre de cette façon-là » Donc c'est pas quelque chose qui va être fait dans le cadre de la revue de code, ou si peut-être, mais en tout cas, c'est des ouvertures de discussion et c'est assez précieux, ça peut faire des possibilités de mentorat. Voilà, sachant que les préfixes comme ça, avant les commentaires, éventuellement, ça peut être scrapable et récupéré quelque part pour récupérer cette liste-là pour alimenter peut-être un fichier autour de réflexion, pourquoi pas, quoi. Mais voilà, ça c'est intéressant, ça peut donner des idées d'ouverture et de discussion, de débat dans l'équipe. Ok, donc à partir de ça, on peut se demander si on ne peut pas améliorer les commentaires qu'on a vus. Pourquoi pas. Ici, à refaire, on peut le préfixer avec le to do et avec une explication. Bon voilà, c'est vraiment du code qu'on a piqué je sais pas où, ça n'a aucun intérêt, mais pour donner l'idée, donc on a le to do, donc on doit le faire, le message et puis un exemple de code. Ici, j'aurais pas fait ça comme ça, qui peut être un peu mal pris. C'est en fait une pensée, et là on a une explication. Ah bah regarde, dans ce cas-là, on aurait pu faire comme ceci ou comme cela. Je mets le lien ici, parlons-en à l'occasion, etc. Pourquoi pas? Eh ben moi je trouve qu'avec cette méthode, on souffre moins. Personnellement, je voudrais plus retourner en arrière. J'apprécie beaucoup de travailler en utilisant ce standard. Parce que là, avec le petit label, on comprend mieux, on comprend plus vite ce qu'on attend de nous et qu'est-ce qu'on doit faire le plus rapidement possible quand on relit. On limite les quiproquos ou les pertes de temps sur des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, quoi. On va droit au but et on va avoir moins d'impression sur le temps employé. Globalement, ça pousse les gens, enfin les personnes qui font de la relecture, à réfléchir à l'intention de leurs commentaires.
Est-ce que leur commentaire il est suffisamment exploitable? Est-ce que ça va améliorer la qualité du code là, que vous êtes en train de commenter? Est-ce que la personne va pouvoir faire quelque chose tout de suite avec? Est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce qu'elle saura si c'est méga prio ou si c'est pas urgent ou si c'est de la réflexion? Et puis peut-être que parfois votre commentaire, eh ben, il n'a pas vraiment une catégorie. Donc parfois, on peut aussi s'abstenir de mettre des commentaires dans ce cas-là. Bon, alors c'est trop long. Déjà que les revues de code, ça prend un peu de temps dans la journée. On préfère coder, etc. Machin. Alors certes, oui. Vous pouvez utiliser les saved replies dans GitHub hein, qui permettent de rapidement aller choisir le label qui va bien. Pour GitLab, plutôt des extensions. Je ne les ai pas personnellement testées, mais je sais que ça existe. Voilà. Et puis globalement, appropriez-vous la méthode dans l'équipe. Là, c'est le standard. Toutes les teams ne travaillent pas de la même façon. Et l'idée, c'est vraiment de choisir ce qui va bien pour vous, pour votre équipe, selon la façon dont vous communiquez. Et peut-être que aussi, c'est peut-être pas forcément utile non plus dans votre équipe, parce que vous communiquez très bien et c'est pas nécessaire. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on en fait ce qu'on veut. Voilà un exemple chez les Calcifères. Donc ça, c'est l'équipe de Pauline. Donc je vous avais dit que Pauline, elle est bruyante. C'est elle qui dit qu'elle est bruyante. Hein. Maintenant, son équipe aussi, ils sont assez bruyants. Donc ils n'ont pas des praises, mais ils ont des applauses, parce qu'ils aiment faire du bruit quand il y a un truc qui est cool. Donc c'est des applauses. Le nitpick pour le petit tatillonnage, avec le petit emoji qui va bien. Les suggestions, etc. Je crois que tout ça, c'est proche du standard. Ils ont rajouté la typo pour les typos. Et ils ont même un petit markdown pour aller créer donc les saved replies. C'est tout prêt. Quand on arrive dans l'équipe, on suit le tuto et puis on est prêt à faire des revues de code. Bon, voilà. Alors, on a parlé d'attitude, on a parlé de standards, pour écrire ses commentaires et améliorer la communication. Évidemment, ça résout pas tout. Hein. Il y a de fonctionnement de l'équipe, comment on travaille, comment est-ce qu'on découpe le travail. On a vu une très belle conférence qui donne des pistes aussi pour aller plus vite, pour limiter le temps de review, aller plus droit au but et éviter la charge mentale que tout ça induit, évidemment. Bref, il n'y a pas que la revue de code en asynchrone, où il y a des façons de l'organiser. Ça a été évoqué, donc je ne vais pas revenir 3 heures dessus, mais on peut faire, si les échanges asynchrones deviennent un peu longs, un peu compliqués, on fait de la peer review, on fait de la mob review pour aller vite et pour limiter vraiment les échanges asynchrones, parce que ce n'est pas du tout le but. Et puis, on peut aussi carrément supprimer la revue de code, hein, le pair programming, le mob programming. Nous, on en fait beaucoup dans nos équipes. Ça permet d'aller plus vite. Et je connais même des gens qui sont dans des équipes où ils ne font que du mob programming et très 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 peu d'échanges asynchrones. Voilà. Ce n'est pas encore tout à fait totalement notre cas. Nous, on fait encore beaucoup de revues de code, mais ça existe, quoi. Voilà. Je vous avais dit que Pauline avait une théorie sur la review. Sa théorie, c'est que ce petit chien est affreux, mais bon, c'est pas grave. Que la review est un muscle et que, oui, c'est pas facile. Ça demande de la rigueur, de l'entraînement. Un peu comme si on allait à la salle de sport. Bon, personnellement, j'y vais pas trop, mais ceux qui vont à la salle de sport, ils savent que, voilà, on y va souvent. Des fois, on n'a pas envie, on est un peu fatigué, etc., etc. Des fois, voilà, faut un peu se forcer et puis participer, être un peu team player pour être avec les copains pour faire avancer les sujets, etc. Donc déjà, pour entraîner son rythme, on peut trouver quelques bonnes astuces. Nous, nos bonnes astuces avec Pauline, c'est de bloquer des créneaux dans la journée, trouver son rythme. Est-ce qu'on préfère regarder ça plutôt le matin, le soir, tous les jours ou tous les 2 jours? Là aussi, ça dépend aussi de l'organisation de votre équipe, hein, pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe, ça dépend évidemment. Et puis, on peut aussi prioriser. Donc, Antoine, il a un peu spoil, mais c'est exactement ça. La taille du delta du code, avec un système de label, on peut se dire, là, j'ai pas trop d'énergie, je vais plutôt regarder des petites PR atomiques et puis ça va aller bien. Ou alors là, j'ai envie de regarder un peu plus, pas forcément des PR plus grosses, mais avec un métier un peu plus important à check ou des choses comme ça. Et puis, si vous avez des délais à respecter, évidemment, ça va être un critère de priorisation.
Bon, ça, c'était juste un exemple pour vous montrer les créneaux bloqués. Je pense que vous avez tous ça. Alors, qui dit muscle, dit crampes. Parfois, ça arrive d'avoir des crampes, donc les choses ne se passent pas comme on veut, ça s'entasse un peu, etc. Et une des crampes que l'équipe de Pauline a rencontrées, c'était à un moment donné la mauvaise qualité de revue de code. Et à un moment donné où ils ont vu une petite baisse, les développeurs, développeuses étaient peut-être un peu moins attentifs. Il y a des petites choses qui sont passées en prod alors que ça n'aurait pas dû. Ils sont un peu posé la question, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que y a des choses qu'on devrait automatiser en plus? Est-ce qu'on devrait faire encore des plus petites PR, etc. Et parmi toutes ces réflexions-là sur la méthodo, eh ben, y a toute la partie du temps qui est donnée. Et eux, ça a été un rappel dans leur équipe de dire qu'on accepte de passer du temps. On a beaucoup de travail, mais la revue de code, c'est inhérent à la qualité du logiciel, en fait. Et il faut que tout le monde accepte, tout le monde soit d'accord pour passer du temps dessus. Et puis eux aussi, les tests, ça a été un sujet d'amélioration, donc plus de tests et aussi un peu plus d'implication des développeurs, développeuses au moment de la review, tester le truc et pas seulement faire confiance pour certaines PR un peu plus critiques que d'autres. Autre crampe du muscle, donc c'est les mêmes personnes qui font de la revue de code tout le temps dans l'équipe. Beaucoup, donc la responsabilité incombait pas mal sur Tech Lead Senior, qui du coup avait toute la charge et qui se rendaient compte que eux, dès qu'ils approuvaient, d'un coup, boum, tout le monde approuvait en se disant bon, si mon senior a approuvé, a priori, tout va bien, même si évidemment c'est de la rassurance, mais l'objectif aussi de la revue de code, on l'a dit, c'est que tout le monde apprenne, connaisse le fonctionnement aussi des nouvelles features et tout, donc c'est pas forcément l'objectif. Et là, s'est posé la question dans son équipe de qu'est-ce qui bloque les personnes qui font de la revue, enfin qui ne font pas justement de revue de code. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Et justement, l'attendu n'était pas clair. Donc l'idée, c'était d'aller définir des objectifs communs qui soient partagés par toutes les personnes de l'équipe et qui soient explicités. Parce que les standards, ce qui est demandé par l'équipe, ça peut être perçu de différentes manières par les personnes. C'est pas évident. Et du coup, il y a eu un moment besoin d'expliciter vraiment ce qu'on attendait de la personne qui allait soumettre son code, à quel moment est-ce que c'était ready to review, et à quel moment, quand on est la personne qui relit le code, à quel moment est-ce qu'on peut se dire ok, c'est bon, j'approuve. Voilà, mais du coup, l'idée, c'est d'adopter des méthodologies simples aussi pour arriver à tout ça. Et puis, il y a, donc lui, il s'est fait piquer par une guêpe, je crois, pour l'histoire. C'est le chien préféré de Pauline. Et il y a les débutants timides, ceux qui n'osent pas trop aller faire des revues de code, laisser des commentaires à leurs collègues parce qu'ils se disent ah, je sais pas, est-ce que je fais bien de dire ça, ça se trouve je me trompe, etc. Alors pour la partie méthodo, donc chez l'équipe de Pauline, ils ont organisé des ateliers qui étaient dédiés vraiment à la revue de code pour lever les freins, les incompréhensions et essayer d'améliorer tout ça, quoi. Et du coup, pour avoir une définition de ready qui soit partagée par tout le monde, c'est-à-dire que on ait les mêmes, on va dire, les mêmes critères attendus quand on pousse du code à être relu, et pour qu'on ait les mêmes critères aussi du moment où, quand on relit le code, on donne son approuve. Donc on discute des attendus et on explicite le tout avec, si possible, pourquoi pas de la documentation accessible à tout le monde. Pas forcément des pages et des pages, mais une petite description, une explicitation de ce qu'on attend. Voilà, parce qu'expliciter l'attendu, c'est moins de souffrance. On a une sorte de mode d'emploi, de règle du jeu à laquelle on peut se référer. Ça peut aussi arriver quand on a un petit doute ou un mini conflit, par exemple, sur quelque chose. C'est toujours cool d'avoir ces infos-là qu'on trouve quelque part. Quand on est l'artiste, la personne qui a écrit le code, quand est-ce qu'on estime que notre code est prêt à être lu? Donc on peut se dire que c'est quand on a une implémentation technique, ça marche, et que ça répond aux besoins. Voilà, on a eu notre besoin exprimé, on a codé la feature qui va bien, ou le petit bout, le petit début de la feature, etc. Donc ça,
quand on regarde un peu plus en détail, en fait, on pourrait interroger différentes personnes. Personne n'aura exactement les mêmes critères, en fait, d'acceptance de tout ça. Et c'est là où peuvent se situer les petits deltas et les petits détails qui peuvent crisper les gens. Et c'est ça qu'on peut chercher à expliciter. Quelques exemples des calcifères. Est-ce que mon code respecte bien le standard de code qu'on attend? Est-ce que je l'ai relu? Est-ce que j'ai testé en local? Est-ce que je suis à jour de ma branche? Est-ce que ma CI est bien ouverte? Il peut y avoir plein d'autres critères comme ça dépend de l'équipe et de comment vous fonctionnez. Ça, c'est quelques exemples. Et est-ce que du point de vue métier fonctionnel, est-ce que je réponds bien aux critères? Est-ce que j'ai bien une méthode pour tester le code? Ça se trouve, quelqu'un qui ne connaît pas du tout mon scope fonctionnel va vouloir tester et ça serait bien qu'il puisse le faire. Est-ce qu'on a une documentation qui a été écrite? Bon, ça, c'est à la discrétion de chaque équipe de voir jusqu'où elle va là-dedans, mais ce sont des exemples. Par exemple, est-ce qu'on aurait aussi du monitoring pour notre fonctionnalité, etc. Ça fait beaucoup de choses à penser. Évidemment, aller sur la documentation et regarder, alors oui, est-ce que j'ai bien tout fait? Ça paraît assez pénible et pas forcément très utile. Alors, on peut tirer parti des templates de GitHub, par exemple, où on pourrait avoir un template tout fait avec des cases à cocher, des descriptions à fournir, et puis des sections optionnelles, des sections recommandées à écrire, etc. Voilà un petit exemple de ce qu'on fait, un petit exemple un peu light pour pas trop en mettre, avec l'explication de qu'est-ce que fait notre bout de code, éventuellement un lien vers la user story s'il y en a une, et puis une petite liste de choses à bien avoir vérifiées. Est-ce que j'ai bien check avoir fait ça? Voilà. Et quand on édite le template, c'est ici qu'on peut glisser des infos. Donc les liens vers de la doc ou alors des explications sur ce que la team attend. Et du coup, on n'a pas à aller retourner dessus, on a directement l'info dans notre template. Ça, c'est l'exemple où c'est rempli. Alors, un truc aussi que nous, on fait dans notre team chez les Picsou, c'est la partie la plus, on va dire, la plus attendue quand on fait une revue de code. C'est la partie animaux mignons qui est obligatoire. Alors, on met une photo d'animal mignon dans chacune de nos PR. C'est obligatoire. Donc on a vu la partie où on met son code à review, et il y a la partie de la personne qui relit le code. Donc là aussi, l'équipe de Pauline a pas mal bossé sur la définition de qu'est-ce qu'on attend quand on est la personne qui relit le code, à quel moment est-ce qu'on est OK pour l'envoyer. Et ils ont mis au point une petite checklist avec quelques idées ici. Comprendre, donc ça peut paraître un peu basique, mais en fait, ils l'ont mis parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas relire la revue de code en ayant une à peu près idée de ce qui se passe. Poser des questions si besoin. La CI verte si tout va bien, donc tous les tests sont passés. Et puis aussi, il peut y avoir éventuellement, là, c'est pas l'objet de ce talk, je ne parle pas du tout des aspects techniques, mais on peut pourquoi pas les proposer là. Donc, est-ce qu'on a cherché les simplifications? Est-ce qu'on est bien sur le standard de code de la team, etc. Voilà, donc tout ça, c'est autant d'exemples. Et puis, voilà, l'idée, c'est de faire ça avec empathie, parce qu'on s'adresse à... Enfin, c'est du code qui a été écrit par quelqu'un, donc on fait des retours, comme on l'a dit, dans le respect des personnes, quoi. Alors, un exemple d'une petite checklist qu'il y a dans les templates GitHub de l'équipe de Pauline, où on a à la fois une checklist côté personne qui pousse le code et la personne qui a fait la review. Voilà, donc est-ce qu'il y a bien ton test? Est-ce que tu as bien fait ton code? Est-ce que ton code est clean, etc. Voilà. Et avec un petit rappel sur la partie attitude aussi, quoi. Alors, vous travaillez peut-être avec des débutants ou des débutantes dans votre équipe qui ont peut-être un peu de peine, de mal à faire des revues de code, qui sont peut-être intimidés de faire des retours sur le code écrit par des personnes plus seniors. Et là-dessus, Pauline, elle a aussi
plein de petites idées à vous donner pour faire en sorte que ces personnes-là, elles participent un peu plus aux revues de code. Et la première, c'est de les encourager. Donc encourager, ça veut aussi passer par accepter que ces personnes-là vont passer plus de temps que la moyenne à relire du code. Bah oui, parce que c'est des personnes qui débutent et qui potentiellement aussi ne comprennent pas forcément le besoin fonctionnel, enfin la réponse fonctionnelle métier de la pull request. Et puis aussi leur expliquer et leur dire que c'est normal qu'on va faire des petits pas. Donc la première revue de code, elle va être longue, très longue. La deuxième revue de code, elle va être très longue aussi. La troisième aussi. Bon bref, vous voyez l'idée. Au bout d'un moment, ça diminue un petit peu. Et puis vous pouvez aussi montrer l'exemple. Vous pouvez montrer aux débutants comment vous travaillez, comment vous vous y prenez pour faire une revue de code. Vous pouvez vous mettre à côté de la personne et lui montrer, ben voilà, tu vois, quand j'ai fini de regarder ce fichier-là, hop, je check, c'est vu, etc. Voilà comment je m'y prends. Tout ça, ça fait... c'est très important pour les personnes qui débutent parce que ça leur permet de voir vos bonnes pratiques, d'aller un peu plus vite aussi en voyant comment vous travaillez. Et aussi, ça peut être aussi intéressant pour vos collègues, hein, pas seulement pour les débutants. Il y a toujours des bonnes choses à récupérer, donc n'hésitez pas à le faire aussi avec d'autres personnes. Et puis, appliquer la méthodologie, ou en tout cas respecter l'équipe, l'attendu de l'équipe en général sur ce qui est demandé. Donc les ateliers aussi, ça permettait que l'équipe se mette d'accord sur un attendu collégial d'équipe et le respecter aussi quand on est senior, même si des fois on se dit oui mais moi je vais plus vite, etc. etc. C'est aussi une bonne façon de montrer l'exemple vis-à-vis des personnes qui débutent. Oui, donc il n'y a absolument pas de miracle. Nous, dans notre conférence avec Pauline et moi, je vous ai donc parlé d'attitude, de standards, de petits tips pour améliorer les choses, mais évidemment, il n'y a pas de miracle. Il faut continuellement se poser la question de comment est-ce qu'on s'organise, comment on peut améliorer les choses. Il y a plein de solutions qui existent aussi pour ne pas être en asynchrone. Les bonnes solutions, ce sont celles qui rendent tous vos collègues confortables et bien. Et on va chercher l'amélioration continue et pas laisser les gens galérer dans une situation qui ne nous plaît pas. Parce qu'en fait, au fond, avec la revue de code, on améliore surtout l'équipe, on va améliorer la communication, on va se poser des questions sur notre process, sur comment on fait les choses, comment on peut les améliorer. Et ça change tout le temps, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, il y a des nouvelles façons d'aborder le travail, est-ce qu'on va mieux découper nos PR, etc., par exemple. Et souvent, en fait, on se pose la question. C'est assez sain, finalement, de voir comment est-ce qu'on travaille et comment on peut s'améliorer. Voilà, merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé, mais si vous avez le courage de poser une question. Ça sent la pizza au fond, je pense. Ah ouais, c'est mort. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, merci pour la présentation. Pour éviter des revues de code trop complexes, est-ce que vous essayez de mieux préparer en amont, réfléchir au code à plusieurs? Donc pas du pair programming, mais du pair réflexion. Alors la question, pour éviter d'avoir des revues de code trop complexes, est-ce qu'on discute en équipe avant de proposer les choses? Oui, alors oui. C'est vrai que là, c'était pas trop l'objet, donc j'ai surtout parlé de communication, etc. Mais oui, nous, on cherche à faire les PR les plus short possibles. En grooming, quand on aborde une feature ou une façon de faire, on va chercher la simplification au début et de faire des PR les plus courtes. Ce que disait Romain, ça résonne beaucoup aussi sur la façon dont on s'organise, nous, dans nos équipes. Il va y avoir un peu moins de pression cognitive en voyant plein de fichiers. Évidemment, c'est une bonne voie, quoi. Et en général, on essaye pour les features qui demandent d'avoir de la réflexion sur le métier ou sur la technique. Parce qu'évidemment, ça dépend des tâches et des revues de code. Il y en a qu'on fait plus vite. En général, oui, on essaye d'avoir un peu de discussion et de design avant de travailler. Et puis, si besoin,
On fait des mob review, en fait on en fait pas mal pour expliquer, pour que ça aille vite. Des fois ça passe même tout de suite en mob review, ça arrive. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Merci pour la présentation. Moi j'ai une petite question sur quelque chose que tu as dit et que Romain avait dit aussi qui m'a interpellée. C'est l'idée qu'on pourrait s'affranchir de la revue de code si on a fait du pair programming. Ça me paraît super dangereux, à moins d'avoir une équipe de 2 développeurs. Mais sinon, ça me paraît quand même bien d'avoir une revue par les autres quand même. Alors la question c'est en cas de mob ou de pair programming, comment vraiment s'affranchir de la revue de code. Alors je suis d'accord avec toi que pour notre équipe c'est quand même assez rare qu'on merge directement. Il y a peut-être une petite passe de relecture. En tout cas, les 2 personnes qui ont fait le code, ils vont quand même relire les fichiers, etc. avant de pousser. Mais c'est vrai qu'a priori, quand il y a eu plusieurs regards sur le code produit, bah, on accepte de réduire le temps de la revue de code et d'être plus direct dans on va dire, dans le process, quoi. Vas-y, Romain. Alors, pour répondre à cette question, je n'ai pas la réponse exacte, mais moi j'avais aussi une impression, c'était que par exemple dans l'exemple où on a un dev qui va faire du code et après il y a son collègue qui va le relire, et donc on a en tout 2 perdus qui ont lu le code et après ça a approuvé, face par exemple au pair programming, où là il y a aussi 2 perdus, mais bon, là, le pair programming ça mérite une présence en soi, mais là souvent les commentaires sont faits à la genèse de la création du code, et donc il y a c'est plus facile d'aller modifier à ce moment-là que lorsqu'on est dans une PR, il y a toujours une sorte de biais de sunk cost fallacy de dire non mais là j'ai fait ça, j'ai un petit peu moins envie de changer. Je trouve qu'au pair programming, euh, toutes les idées sont challengées de manière beaucoup plus tôt, avec beaucoup plus de facilité à les modifier. Et souvent même, il y a plus de commentaires, parce qu'en fait, on est en train d'en discuter, on pose la question, qu'est-ce que tu fais? Le test, tu pourrais plutôt l'écrire comme ça. Alors à la peer review, on se dirait, non mais là, c'est un nitpick, mais finalement, je vais peut-être pas lui dire ce genre de choses. Et je trouve que la somme, au total, toutes choses égales par ailleurs, c'est qu'il y a quand même eu 2 perdus qui sont passés sur le code. Donc après, on pourrait voir, mais... parce que, par exemple, chez nous, c'est suffisant pour après merger une paire. Il n'y a pas encore une review secondaire par l'équipe derrière, quoi. Mais... Ça dispense pas la relecture. si, bah, pour moi, le pair, ça peut dispenser de la relecture. Après, tu peux demander aussi une review. C'est tout, faut voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais il y a des gens qui analysent ça aussi sur le nombre de retours de review. J'avais lu un article, j'essaierai peut-être de le tweeter sur le compte Twitter de l'EGS, sur le nombre de retours à la 2e revue. Et en fait, on se rend compte que la première personne qui passe, c'est un peu le garbage collector des erreurs d'inattention, en fait. Et donc, si c'est fait en paire... Ça peut être catché plus tôt. Ça peut être catché beaucoup plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'un 3e regard ne va pas voir d'autres choses. C'est juste que on va déjà, au moment du développement, empêcher... combien de fois j'ai appelé à l'aide de quelqu'un juste pour dire je suis en train de faire une manip sur un serveur et je veux une 2e paire d'yeux si jamais je fais une typo. Et c'est aussi ça, je pense, l'intérêt du pair, c'est d'arrêter au moment où on le fait. Après, je pense que oui, on pourrait mettre 200 personnes et on verrait encore des choses des fois dans le code. Alors ça, oui, il faut accepter, c'est clair. Il faut accepter qu'il y aurait toujours des choses qui passeront qu'on ne veut pas, mais c'est vraiment inhérent à notre métier, quoi. Du coup, je redis pour la vidéo, la réponse de Romain, c'est que on a, sur le moment où on code, on a le 2e point de vue avec le challenger le code, voir les choses à améliorer, etc. sur le moment, ce qui réduit le temps asynchrone après, quoi. Ou même le fait disparaître complètement. Eh bien écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Si vous avez des questions qui vous viennent après pour Anne-Laure.